BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, profitez-en bien. Merci d'être là. C'est parti pour De quoi je me mêle. Vous le savez, votre rendez-vous tech de la fin de la semaine que vous retrouvez dès le vendredi, dès midi. À l'heure du déjeuner, vous l'avez évidemment sur YouTube en version vidéo. Le podcast audio qui vous attend avec quelques minutes en plus. Et puis le vendredi soir sur BFM Business à la radio et à la télé, rediffusé le week-end. Ravi d'être là, avec au sommaire pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure. On va rentrer dans une période où on va fêter un anniversaire important. C'est les 50 ans d'Apple. Et le premier à tirer, finalement, c'est Christophe Joly qui sera avec nous tout à l'heure. Notre rendez-vous nostalgique. Et on va se focaliser sur les premiers ordinateur Apple. Là, on est au milieu des années 70 et on découvrira les Apple I, Apple II, etc. L'époque Steve Wozniak, tout ça est très intéressant. Ce sera en deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Je vous rappelle aussi le hashtag, comme toujours, DQJMM. Un grand merci de nous être fidèles et de nous suivre de plus en plus nombreux chaque week-end. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Pour débuter le club de la presse IT, avec évidemment des personnalités que vous appréciez, dont la voix et le visage vous est familier. Nous avons Anthony Morel avec nous. Salut cette semaine. François. Salut Anthony. Salut tout le monde. Voilà, Anthony, la star de la tech chez nous. Oh bah, Que vous retrouvez derrière toi, hein. main dans la main. Ouais, main dans la main. Que vous retrouvez le matin sur Good Morning Business et puis à la mi-journée avec Estelle Denis sur RMC. Et puis Pierre Fontaine est avec nous, l'autre star de la tech, cette fois-ci du web. Salut mon Pierre. Salut Anthony. Salut. Vous allez bien ? Pierre Fontaine, rédacteur en chef de BFM Tech. Vous le savez, c'est la petite sœur version web de tout ce qu'on fait et que vous pouvez consulter évidemment sur votre mobile et sur le web. Alors, plein d'actu encore une fois cette semaine. On va commencer par l'actu des smartphones et cette information qui, moi, personnellement, m'a quand même assez surpris. Ça vient d'Amazon, Anthony. Il semblerait, alors c'est une rumeur qui court, qu'Amazon travaillerait sur un smartphone. Ouais. C'est pas une blague. Alors c'est vrai que c'est pas officiel, ça vient pas de la communication officielle d'Amazon. C'est les informations de Reuters qui en général sont plutôt bien informés, recoupent leurs sources, font pas n'importe quoi a priori. Et oui, Amazon pourrait sortir ou aurait l'ambition en tout cas de sortir un smartphone. Alors vous allez me dire, on n'est pas en 2014 là par exemple. Est-ce que vous vous souvenez des smartphones Amazon ? Ils avaient tenté. Rappelle-nous un peu, rafraîchez-nous la mémoire. Parce que pour les plus jeunes et pour ceux qui ont un peu oublié, parce que franchement, il n'est pas resté non plus dans les mémoires. Pour les bébés qui écoutent De quoi je me mêle. Ouais, pour les bébés de quoi je me mêle, 2014, Amazon, on en voit les images pour ceux qui nous regardent, avait sorti un téléphone qui s'appelait le Fire Phone. Wow. Il nous avait fait une communication incroyable. Téléphone 3D sans lunettes, écran auto-stéréoscopique. On allait voir ce qu'on allait voir, ça allait être absolument incroyable. Résultat, ça a été un flop monumental. Ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, ils avaient fait. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais ils avaient un peu foiré leur truc. Ils avaient lancé en fait une version. Alors, c'était sous Android, mais il n'y avait pas la boutique d'application. Voilà, il fallait exactement Fire OS. Et donc, ils avaient un peu comme boutique d'application. le stick Amazon. Oui, à peu près c'est pareil. ça. Hein. C'est ça. En fait, c'est un OS Android qui a été pimpé par Amazon. Exactement. Donc, tu n'avais pas toutes les applications principales. Enfin bon, ça, c'était pas incroyable. Mais ce truc 3D, c'était chelou, bizarre un peu. C'était très bizarre. Ouais. Très bizarre. La promesse était intéressante, mais ouais, ça donnait un peu mal au cœur. En plus, c'était un petit peu symptomatique de l'époque et de ce que faisait Amazon à l'époque. Ils ont toujours, un peu moins maintenant qu'ils ont récupéré Panos Panay, qui est beaucoup plus structuré, on va dire. En fait, ils étaient, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ils sortaient des robots avec des drones dans la maison pour surveiller la maison. Enfin, c'était un peu, pourquoi vous faites ? Parce qu'on peut. Ah oui, d'accord. Là, c'était un peu pareil. Pourquoi vous mettez un écran 3D stéréoscopique ? Parce qu'on peut. Ouais, mais c'est quoi les usages ? Pour voir les produits. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Apparemment non. Vu qu'au bout d'un an, ils ont replié les bagages. Je fais salut, bisous. Ça n'a pas marché. Mais il y avait un côté, on peut le faire, on va le faire. On essaie de distinguer de la masse et ça n'a pas marché. Donc c'est intéressant justement de se dire, plus de 10 ans plus tard, pourquoi ils reviennent en fait ? C'est quoi leurs atouts en main ? Alors, c'est ça, alors c'est intéressant, effectivement, mais moi je pense que pour le coup, ils reviennent un peu avec une approche, alors j'allais dire similaire. Évidemment, ils vont pas ressortir un téléphone avec écran 3. Bon, je serais très étonné. Ils ressortent le même. A priori, ce sera pas le même. Ou un Fire 2, je ne pense pas. Mais avec, on va dire, une version, un pas de côté par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché des smartphones. Donc, a priori, ce à quoi on peut s'attendre, c'est un téléphone qui sera vraiment centré autour de l'intelligence artificielle. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas une surprise, mais vraiment en mode téléphone agentique. C'est-à-dire qu'en gros, le téléphone serait vraiment tourné
autour d'Alexa, donc autour de je ne prononce plus le mot parce qu'après ça va l'activer chez tous ceux qui nous écoutent et après les gens sont très énervés et c'est normal. Donc j'ai un mot magique à la place, c'est ce que dit Mélinda en général, je trouve que c'est pas mal. Donc c'est autour du mot magique, c'est tourné ce téléphone et en fait, en gros, on va se servir de cet assistant vocal pour faire absolument tout et pour en gros, remplacer un certain nombre d'applications. Plutôt que d'aller sur des applications, on pourrait en fait tout piloter par la voix et demander au téléphone de faire des choses pour nous. D'ailleurs, ce qui est plutôt ce qu'on imagine pour l'avenir, en fait. Oui, c'est ça. C'est plutôt une bonne direction. C'est une direction intéressante. Je ne sais pas si ça prendra. Parce que moi, je pense qu'il y a plein d'usages pour lesquels la voix, c'est très bien, mais ça ne suffit absolument pas. Et on a besoin de toucher avec nos petits doigts musclés et c'est quand même très, très pratique. Ouais. Mais ils iraient quand même dans cette direction-là. Et d'ailleurs, le design du téléphone, dont on n'a pour l'instant pas grande idée, serait inspiré plus ou moins des... Alors les light phones, vous devez savoir ce que c'est, mais je pense ceux qui nous écoutent pas tous, qui sont des téléphones au design très minimaliste. Quoi, non. je pensais qu'il était sérieux. Je vais y aller. Alors ils ne font pas torche, non. Alors, au contraire, c'est des téléphones très minimalistes, en noir et blanc, tu sais, qui font quasiment que téléphoner avec des écrans un peu plus comme une liseuse, si tu veux, que comme un smartphone. Et donc c'est les téléphones retour à l'essentiel. Tu n'as pas besoin de passer tant de temps que ça sur les écrans. Donc ce serait un petit peu ce genre de design. Donc pas d'Instagram, pas de TikTok là-dessus, quoi. A priori, beaucoup moins. Ou alors je sais pas, est-ce qu'ils réussiraient à l'intégrer quand même d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. En tout cas, ce serait un téléphone au design assez light. Avec un écran e-ink, un peu comme les liseuses de Kindle, qui s'inspirerait du Lightphone. Donc est-ce qu'ils iront jusqu'à aller à un écran e-ink ou est-ce qu'ils intégreraient quand même un écran couleur, mais avec quand même un design qui serait très épuré, très simple et avec finalement très peu d'applications à l'intérieur? On verra. En tout cas, il serait vraiment tourné autour de la nouvelle version Mot Magique qui, pour le coup... Mot Magique Plus. Mot Magique Plus. Oui, c'est Mot Magique Plus qui fera que ça tournera. Hein. C'est ça. Mais en fait, alors moi, je trouve, au-delà du design sur lequel, effectivement, il y a beaucoup de supputations et on ne sait pas trop où ils vont aller, est-ce que choisir un design un peu jusqu'au boutiste, très épuré, ce n'est pas reproduire les erreurs du premier qui... finalement se concentrer beaucoup trop sur leur écosystème pour séduire le reste du monde. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire un truc aussi simplifié, mais ça, il faudra voir. En revanche, ce qui est certain, c'est que tout le chemin à parcourir pour que l'IA agentique, Mot Magique Plus, arrive à interagir avec toutes les applications et tous les services dont on a besoin au quotidien et pas seulement ceux d'Amazon, le chemin, ça va demander des négociations, ça va demander beaucoup de choses. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant de se dire ça. Et s'il y a une personne qui peut avoir une vista intéressante, même si il s'est aussi pris les pieds dans le tapis quand il était chez Microsoft, ça peut être Panos Panay. Est-ce qu'il a une vraie vision très concentrée sur qu'est-ce qu'on apporte à l'utilisateur, au consommateur? Est-ce qu'on a une bonne ergonomie? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est un beau produit? Enfin, il a une vision très intéressante et très réfléchie. Néanmoins, effectivement, on est tellement à un stade même si ça va très vite, du balbutiement de l'agentique, enfin de l'IA agentique, que avoir un téléphone où on n'a plus rien d'autre que ça, je pense que c'est peut-être un peu jusqu'au boutiste. Donc je pense qu'il y aura un moment un conflit avec la réalité et puis ils se retrouveront à mi-chemin, quoi. Oui. Non, je suis assez d'accord. Mais parce que tout bêtement, on n'est pas prêt à... Enfin, on ne peut pas faire du passé faisant table rase, ça marche. La chanson le dit, ça ne marche pas toujours très bien. Quand on suit un peu l'actualité hardware d'Amazon, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de coupes dans tout ce qui a été fait. Maintenant, c'est beaucoup plus rationnel. Je veux dire, ils sont beaucoup recentrés. Il n'y a plus tous les gadgets. Moi, je me souviens de ce drone. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Il y avait un drone qui surveillait votre maison. Comme ça, un truc de dingue. Moi, je trouvais ça génial. Bon, évidemment, c'est un projet qui est parti aux oubliettes. Parce que tu es un geek. Ouais, c'est ça. Donc, ils se sont vraiment recentrés. Et je me dis, tiens, c'est quand même assez paradoxal le fait de se dire, de se lancer dans cette bataille qui est d'une complexité affolante, le fait de sortir un iPhone avec un OS, avec tout un univers, un écosystème, etc. Et même quand on s'appelle Amazon, qu'on a la puissance de frappe d'Amazon, c'est pas sûr que ça marche. Mais surtout que le marché, mine de rien, est bien installé. Des milliards à lancer un truc comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu appuies sur le bouton, tu vas dépenser des milliards en marketing. Après, je me dis... et sur longtemps, parce qu'il faut pas s'arrêter au bout d'une ou deux itérations, sauf si c'est un flop évident. Après, je me dis, il faut maintenir l'effort pour s'installer, comme l'a fait Google. C'est ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire le rapprochement avec le lancement de leur constellation Léo? Est-ce qu'on peut pas dire que finalement, ce smartphone pourrait se connecter facilement à l'Internet, etc. Enfin, tu vois, il y a peut-être, en cherchant un peu, on pourrait trouver des trucs, mais malgré tout, waouh. Non, et puis je pense qu'ils ont aussi en tête
Tu disais, ça va dans le sens de l'histoire d'une certaine manière. Et effectivement, il y a tout ce qui se joue autour de chez OpenAI aussi, où ils sont en train de réfléchir à des devices de nouvelle génération qui intégreraient aussi cette dimension agentique, le contrôle par la voix. C'est un smartphone, mais c'est pas vraiment un smartphone. Est-ce qu'on va intégrer ça dans des écouteurs, dans des pendentifs, etc. Je pense qu'ils sont un petit peu dans cette logique-là et en train de dessiner quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui se positionnera probablement pas en face des flagships d'Apple ou de Samsung. Ce sera vraiment une sorte de deuxième ou de troisième voie pour ceux qui seront intéressés par tester ce genre de choses. Après, est-ce que ça aura vocation à remplacer les téléphones tels qu'on les utilise aujourd'hui ? Je suis pas certain. Je suis curieux de voir dans quelle direction ils vont aller très précisément, mais ça pose quand même la question de l'équilibre économique, parce que se dire je fais un smartphone de niche, si on a dépensé des millions en R&D, qu'on dépense des millions ou des milliards en infrastructure, etc., et qu'on en vend très peu parce qu'on a choisi une niche, est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ça vaut le coup de s'y lancer ? En fait, et puis Amazon, pour le coup, il n'y a pas de certitude. Amazon ne veut pas faire un produit de niche. Voilà, c'est pas dans l'ADN de Amazon. Non, mais moi, faire all-in, quoi. Pour moi, l'enjeu pour eux, ce sera moins de vendre du matériel que de pousser leur écosystème. Parce qu'en fait, ça sera pour servir leur écosystème, c'est sûr. Toute la stratégie, en tout cas, et pour l'instant, ça a été plutôt un échec, parce que la première version de Alexa, mot magique, ça n'a pas été les petits, c'est pas facile, parce qu'on le dit beaucoup. Mais si on l'appelait Alexis. Allez, pas mal, mais ça risque de le déclencher quand même, c'est ça le problème. Chez moi, il se déclenche avec des mots approximatifs parfois. Donc, même Alex. Arrête. Je pense que là, tu l'as déclenché, mais bon. Mais en fait, les premières versions, le problème, c'est que l'idée d'Amazon, l'idée de base, c'était de faire en sorte que tu puisses faire ton shopping et que tu puisses aller sur Amazon, commander des trucs, acheter sans même, comme tu respirerais, quoi, simplement avec la parole. Ça fonctionnait pas très bien avec les premières versions. Avec la version plus, ça fonctionne beaucoup mieux, parce que l'interface naturelle fonctionne, elle te comprend beaucoup mieux, etc. Et donc intégrer ça dans un téléphone, pour le coup, ça aurait du sens. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, si tu vas aux États-Unis encore plus qu'en France, tu commandes des trucs comme tu respires, quoi, quasiment. Et donc là, pour le coup, tu n'aurais même plus besoin d'ouvrir l'application Amazon. Tu prends ton téléphone, tu dis je veux ça, hop, c'est directement envoyé. Et je pense que c'est ça en fait leur idée. Ouais, mais tu vois, excuse-moi, je te coupe. Non, mais vas-y. Autant pour renouveler tes pattes et acheter des piles, ok, tu peux le faire par la voix. Mais je sais pas vous, mais moi j'aime bien sur Amazon quand j'achète des trucs, et Dieu sait si j'achète beaucoup de choses sur Amazon et beaucoup de conneries, je suis tout le temps en train de regarder des photos, je compare les produits. Ouais. Tu vois, la voix ne remplace pas les autres sens. Tu vois ce que je veux dire ? Non, alors, parce que... autant pour des achats, on va dire, réguliers, répétitifs, si tu achètes tout sur Amazon, ta lessive, etc., tu t'en fous en fait. Mais tu auras quand même l'écran qui te permettra d'avoir le comparo. C'est-à-dire que tu pourras parler, en gros, tu diras, voilà, je veux m'acheter un nouvel aspirateur, quel est le meilleur modèle ? Donc il va te faire des propositions. Tu vas oui, mais bon, moi, ma maison, elle fait tant de mètres carrés, et puis j'ai déjà eu cette marque-là, ça me plaît pas, et puis mon budget, c'est ça. Il va te dire, celui-ci ou celui-là. Et en fait, tu les vois, mais simplement, tu es en interaction vocale avec le téléphone. Je pense que... c'est vraiment, là, on arrive. C'est un peu la promesse de Siri enfin tenue, on va dire d'une certaine manière. C'est cette promesse de une interface vocale qui fonctionne bien. Mais on pense à Amazon, effectivement, e-commerce, géant d'e-commerce. Mais il y a aussi tout un écosystème matériel avec des caméras de surveillance, avec des routeurs Wi-Fi, avec plein d'autres produits. Et en fait, c'est aussi il faut penser à toutes ces automatisations, ces interactions qu'on pourrait commander depuis ce point d'entrée. Le smartphone serait un point d'entrée intelligent qu'on a sur soi, un peu partout. Donc il y a plein de scénarios à envisager. Est-ce que Apple est d'ailleurs sur ce scénario. Oui, bien. Donc ils y sont tous. Donc c'est pas aussi débile de se dire qu'Amazon se lance là-dedans. Non, mais sûr. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils sont tous, après s'être tirés la bourre, ils se sont mis d'accord autour de Matter, le protocole un petit peu Seigneur des Anneaux, un protocole pour tous les unir. Qui permet un peu de dire ok, on arrête de se faire la guerre, vous avez des produits Amazon, Google, machin, tant qu'ils sont compatibles avec ce protocole-là, on peut les piloter de manière facile, soit depuis un smartphone classique, soit depuis un smartphone IA. Donc là, on est clairement à un point de bascule. Est-ce que le point de bascule va être réussi ? Ça, c'est encore à voir. Gagné, mais on a une possibilité de bifurquer un petit peu. Parce que rappelons, les écosystèmes d'Amazon sont nombreux. La musique, évidemment, avec Amazon Music, il y a la vidéo, il y a le satellite, on en parlait, il y a tout l'univers des objets connectés, où ils sont très forts, justement, avec Poète Plus. Pas mal, c'est bien.
pot de Ouais, on va garder ça. Il est sorti comme ça, Ouais. direct. Là, tu risques pas d'activer, là, pour le Et coup. puis- Après, et puis- ouais. Ouais, Non, ça marche pas. Là. Et puis le e-commerce, bien évidemment. Bon, on suivra ça de près. Dans l'actu, il y a aussi une autre news concernant les smartphones et peut-être aussi la disparition d'un constructeur, d'une marque que les geeks adoraient il y a encore quelques années. Moi, je me souviens à la rédaction de 01net, à l'époque où tu y étais, Ouais. tout le monde courait après les OnePlus. Ouais, Tu t'en souviens, Pierre? bien sûr, ils avaient une belle promesse. Hein, Voilà. c'est ça, pas C'est- faire de compromis, on va jusqu'au bout, on te propose Excellent le rapport meilleur, qualité-prix, le meilleur les rapport meilleurs qualité-prix, composants, ouais. etc. Les téléphones qui étaient distillés au compte-gouttes, les communautés de geeks s'arrachaient, etc., etc. Enfin voilà, il y avait des réunions de fans de OnePlus avec Carl Pei, qui était le Sur invitation. le big boss. Ouais, Voilà. ouais, Et puis, il y avait une tu faisais économie de la partie rareté un peu de ouais, tout à cette, fait, ouais. j'allais dire la secte, c'est pas une secte, mais en tout cas de ce Une communauté, clan. ouais, une de ce- communauté, ouais. Ouais, d'une communauté, c'était très drôle. C'est amusant parce que Carl Pei, évidemment, a quitté OnePlus et maintenant est à l'origine de Nothing. Ouais. Et qui est un peu le nouveau OnePlus, en fait. C'est ça. Bah, en c'est ça. fait, il a repris le flambeau là où on lui a un peu piqué. Ouais. Exactement. Ouais. Et j'ai eu le porte-parole de Nothing dans De quoi je me mail, c'était il y a quelques temps, là. La semaine dernière, il y a Pas 15 longtemps, jours. la semaine dernière. C'était très intéressant de voir leur stratégie. Ouais. Donc, l'info, c'est que visiblement, Anthony, OnePlus va nous dire bye-bye. Oui, alors en tout cas, là encore, hein, il n'y a pas de certitude, mais il y a eu vraiment pas mal de sources concordantes, beaucoup de sites spécialisés qui se sont fait l'écho en citant des sources internes que OnePlus serait sur le point de sortir d'un certain nombre de grands marchés, notamment aux États-Unis et en Europe, et donc en France. Et donc on pourrait tout simplement voir la disparition de la marque OnePlus. Alors c'est au-dessus, vous avez Oppo maintenant et la marque BBK. Maintenant, c'est au point. Voilà. Maintenant. Maintenant c'est Oppo, qui prendrait cette décision parce que tout simplement OnePlus c'est devenu très très compliqué. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé là, avec des petites étoiles de nostalgie dans les yeux, et moi je suis pareil que vous, hein, c'est exactement la même chose. Je me souviens à l'époque du côté un peu excitant Ouais, qu'avait cette bien marque sûr. qui était une sorte d'outsider avec fait. des produits qui étaient très différents, Oui. différents ou en tout cas de capacité même, mais pour une fraction du prix et avec un discours qui était très intéressant aussi. Il y avait Je trouve l'OS aussi de il y avait OnePlus l'OS, qui était très intéressant. et justement, ils se sont un petit peu perdus, quoi. C'est un peu Oui, le bien problème depuis. Ouais. En fait, depuis 2020, depuis le départ de Carl Pei, on pourrait dire. Hein, Ils sont rentrés dans les rangs, il n'y avait plus ces ce sont- aspérités. Bah, c'est à partir du moment où ces ils sont différences. un petit peu rentrés à nouveau dans le. Enfin, alors Ils sont j'ai à nouveau, embourgeoisés. mais ils sont rentrés un peu dans le groupe Oppo, ils sont retournés Ouais, dans le bien giron sûr. d'Oppo, même s'il y a pris. Enfin, Oui, ils se même sont s'il y a des embourgeoisés, doutes sur le c'est fait ça. qu'ils n'ont pas, ils étaient peut-être d'ailleurs déjà dès le départ financés, ils utilisaient en tout cas les chaînes de production du groupe Oppo actuel. Mais effectivement, il y a eu cette perte d'identité et puis la complexité à avoir une image d'outsider Mhm. et hyper indépendant quand on appartient à un des plus grands groupes de tech, téléphonie mobile de Chine, quoi. Ah, bien sûr. Et puis avec aussi la question de dire, est-ce que quand on a la marque Oppo, Realme et OnePlus dans la même maison, est-ce qu'à un moment, ces marques, elles ne se rendent pas, enfin, il n'y a pas des collisions? Est-ce qu'on ne brouille pas le message? Est-ce qu'on ne veut pas se concentrer sur certaines marques plutôt que sûr. d'autres? Parce que ça coûte cher de faire vivre ces marques au niveau ouais, marketing. il faut faire de la R&D en distillant différemment. Alors après, on peut dire on mutualise des frais de R&D, mais comment on les distingue ensuite? Enfin, ça pose plein de questions. Alors effectivement, là, ce qui est le cœur du problème, le début du tsunami, il a commencé en Inde il y a quelques temps où on s'était dit apparemment ils veulent se retirer du marché indien, qui était un de leurs marchés premium, c'est-à-dire un de leurs marchés où ils arrivaient à vendre des téléphones. Oui. La marque était très populaire voilà. là-bas. Où ils vendaient de assez haut de gamme, Mhm. donc sur un marché qui est le marché indien qui est colossal, quoi. Il y a eu des rumeurs qu'ils en sortiraient, qui ont été démenties. Dernièrement, le directeur général de OnePlus Inde a été remercié, rappelé en Chine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que, alors peut-être que c'est juste une réorganisation de fond, et à la fin, ils vont garder les trois marques et ça sera très clair. Mais en tout cas, l'absence de communication, en tout cas d'un plan clair, fait qu'il y a beaucoup de rumeurs et effectivement, c'est inquiétant pour la marque OnePlus. Après, Anthony, le truc, c'est qu'il y a tellement de marques aujourd'hui de smartphones. Ah, mais c'est Vous sûr. prenez le groupe BBK, là, c'est comme ça, BBK? Il s'appelle plus comme ça, mais c'était ça le nom de Voilà, c'est ça. Oppo, OnePlus, Realme, Vivo, qu'on ne connaît pas nous ici en France, ou très peu, mais qui sont un peu en Espagne, je crois en Italie, etc., etc. Ça fait beaucoup de marques. C'est énorme. Pour des différences,
entre modèles qui est vraiment, excusez-moi, mais qui est vraiment à la marge, quoi. Un téléphone, c'est un téléphone, tu vois. Bah oui, je veux dire, à part les vraiment technophiles purs et durs qui suivent l'actualité de Ouais. chaque téléphone, je veux dire, même nous, si tu veux, oui, on voit la différence, mais si je devais caractériser l'identité de marque profonde de OnePlus, de Oppo et de Realme, Ouais. je Et vais te dire, il vous faut avez se lever 4 tôt, heures, hein, quand bon même. courage, il faut se lever Ouais. tôt, effectivement. Donc c'est très compliqué, tu as raison. Puis au-delà de ça, tu as la concurrence de tous les autres acteurs, et on le voyait bien. Enfin, alors, est-ce que c'est vrai ou pas qu'ils vont sortir du marché français? En tout cas, il y a une descente aux enfers ces dernières années qui est évidente et qui se voit dans les chiffres de vente notamment. On avait les chiffres, je crois que c'est les chiffres 2024 où ils ont perdu 20% Puis en plus, sur les ventes en volume. Comme le Ce qui est disait énorme. JD qui réalise cette émission, il me fait cette remarque, les prix ont augmenté. C'est-à-dire Mais que oui, c'est ça. la seule le seul truc positif qu'il y avait chez OnePlus, c'était que tu avais vraiment l'impression, un peu comme avec Xiaomi à une époque, de faire une très très bonne affaire, bon rapport qualité-prix. Finalement, tout ça est en train de disparaître. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une perte d'identité, parce que vraiment tout ce qu'ils étaient et qui faisait qu'on avait envie d'aller vers eux, finalement ils l'ont renié, ou en tout cas ils ont complètement changé. C'est-à-dire qu'effectivement, là où ils vendaient des téléphones, à l'époque je me souviens, c'était 300 ou 400 euros, là où les autres sur le haut de gamme c'était autour de 1000 euros, et franchement, c'était à peu près la même chose, c'était les mêmes composants, les mêmes caractéristiques, etc. Ils ont laissé tomber leur interface qui était un peu historique, donc qui s'appelait Oxygen OS. Ouais. Alors après, ils sont revenus, mais ils sont pris une volée de bois vert par les utilisateurs. Ils ont arrêté aussi leur partenariat, c'était avec Hasselblad, sur les caméras, sur les appareils photo, qui était aussi un marqueur. distinctif, ouais, Aussi, tout à fait, c'était ouais. un marqueur pour OnePlus. Donc quand on enlève tout ça, tu te dis qu'est-ce qui reste en réalité de cette marque qui effectivement donnait envie. Et puis le côté communautaire aussi, il y avait vraiment ce truc, je me souviens, où ils demandaient aux internautes ou aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez dans le téléphone, et ensuite ils l'implémentaient. Ça n'existe plus. Et puis le côté commu, effectivement, avec les trucs sur invitation, l'organisation de la pénurie. Je me souviens d'opérations de communication ou commerciales où ils disaient on offre un téléphone à tous ceux qui nous envoient une vidéo de eux-mêmes cassant leur propre téléphone OnePlus. Ils avaient fait ce genre de... Bon, ce qui serait compliqué, même d'un point de vue environnemental, aujourd'hui serait peut-être moins accepté qu'il y a 10 ou 15 ans. C'était peut-être un peu débile, tu vois, mais ça participait en tout cas à faire parler de cette marque et à lui donner, encore une fois, ce petit cachet supplémentaire qu'elle n'a malheureusement plus aujourd'hui. Voilà, on verra bien si OnePlus va disparaître ou non. On enchaîne avec une autre actu très intéressante. C'est avec un sujet et une application que vous utilisez sans doute au quotidien. Moi, franchement, sans Google Maps, Tu ne serais pas arrivé ici. Non, mais j'allais dire, c'est vrai que quand tu arrives dans une ville que tu connais pas, Google Maps, c'est quand même un truc de dingue. Ah ouais. C'est assez Franchement, génial, c'est incroyable. Ça dit ça en rigolant, mais moi, sur le sens de l'orientation, par contre, ça a fait des ravages. Parce que moi, il y a plein de moments où je suis allé déjà 3 ou 4 fois à l'endroit, mais je suis quand même à regarder sur Google Maps comment on y va. Bien Alors sûr, qu'avant, bien sûr, tu te serais bien sûr. débrouillé et ton cerveau aurait retenu. Mais bon. Regardez aujourd'hui les GPS dans les voitures. Il y a des gens, pour faire 500 mètres, ils mettent le GPS alors qu'ils savent exactement par où il faut passer. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bref, Google Maps, grosse mise à jour, assez intéressante. Oui, c'est la plus grosse mise à jour de ces 10 dernières années, ce qui n'est pas rien. Quand on a une application qui est utilisée comme celle-ci par plus de 2 milliards de personnes, on y touche avec d'infinies précautions, bien sûr, normalement. Et là, pour le coup, c'est un vrai tremblement de terre, alors qui a déjà été intégré aux États-Unis, qui va arriver chez nous plus tard, on ne sait pas exactement quand, probablement dans quelques mois. Donc il y a 2 volets sur cette mise à jour, plus que ça, mais 2 volets particulièrement intéressants. Il y a plein de choses. Mais principalement, c'est une refonte graphique qui est assez profonde pour le coup. Et d'ailleurs, ça va changer un peu nos petites habitudes. Ah ouais, donc on va plus... on franchement, risque d'être un peu perdu au début. Au début, peut-être un petit peu. Alors, c'est fait pour être normalement plus lisible. Et franchement, alors il y avait les images pour ceux qui nous regardent. Moi, je trouvais ça pas mal, avec une sorte de vision en 3D, avec les bâtiments qui s'affichent en transparence pour que tu vois exactement où tu te situes. Et quand tu es dans un virage, tu vois bien, en fait, tu vois Ça là va, où tu es. C'est pas mal. Enfin, Et même, il y a du Street View sur les derniers, le dernier mile pour bien se repérer. Enfin, non, il y a vraiment des trucs. C'est pas mal. Il y a vraiment un truc, parce que c'est souvent quand on est en... Alors, les GPS de ce genre-là ont un peu apporté la paix dans les ménages. Il n'y a plus besoin de lire la carte. Mais c'était là. Oui, mais où là, maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Mais néanmoins, quand on a un GPS, T'as raté la sortie. Parfois, c'est un petit peu... alors, c'est quelle voie? Parce que j'ai 3 voies et j'ai une qui part légèrement à droite, l'autre un peu moins légèrement à droite. Et c'est difficile. Et en fait, ils ont travaillé effectivement cette mise
En fait, il y a un passage en 3D comme dans ce genre de moment un peu périlleux où Ouais. il faut choisir la bonne voie, on se repère Pour mieux, plus de on voit les visibilité. bâtiments, on voit les ponts. Mhm. Enfin voilà, donc ils ont travaillé ça et c'est vrai que ça a l'air vraiment. On pourra le tester, mais le sûr. rendu est assez cool et franchement, je trouve que c'est pas mal. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ça semble en tout cas pas mal. Donc ça, Ouais. c'est la première chose. Et la deuxième grosse nouveauté, c'est évidemment l'intégration de l'intelligence artificielle. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'on va pouvoir discuter avec le GPS en langage naturel pour lui demander des choses beaucoup plus précises qu'aujourd'hui. Donc c'est Ouais. pas juste amène-moi à la rédaction de quoi je me mail, parce que ça, on peut déjà le faire d'ailleurs hein, avec Maps. Mais là, c'est tu vas pouvoir en fait décrire une situation ou décrire quelque chose que tu veux. Donc c'est je vais à Marseille cet après-midi. Il faut que tu me trouves une pizzeria qui est ouverte après 22h et qui est notée au moins 4,2 sur 5 sur Internet. Et à ce moment-là, elle va te trouver le. Et puis je voudrais passer par un chemin, même si ça me prend un petit peu plus de temps. Je voudrais voir des beaux paysages. Propose-moi quelque chose. Et en fait, en fonction de tous les paramètres que tu vas lui donner, il va te faire un chemin qui est optimal. Ça, c'est génial. Ça, c'est quand même vraiment sympa. Je trouve C'est que Gemini, et ça, avec- j'imagine. ouais, bien sûr. C'est Et avec un Gemini. tout petit plus en plus, c'est qu'il va garder en mémoire les requêtes et les interactions précédentes. Ouais. Et là, tu lui parlais d'une pizza. Si tu es intolérant au lactose, par exemple, il va se souvenir qu'il faut trouver un restaurant qui propose des pizzas sans lactose, tu vois, par exemple. Ou alors Ça existe, ça, des pizzas vegan. sans lactose Bah, Sans- tu mets sans pas de fromage. fromage Sans dessus, gluten, quoi, c'est non tout, hein. Bah, sans fromage aussi. Lactose, t'as Ah oui, lactose, oui, c'est ça. Et- Mais dans la pâte, il n'y a pas du. Enfin, Ah, pas dans la on pâte. s'éloigne. la pâte, c'est gluten. Mais si tu alors- prends une 4 fromages, t'es embêté. Voilà, Ouais. une pizza sans gluten, c'est plus dur. Je mais voudrais c'est une pizza zéro fromage, s'il vous plaît. je voudrais juste une tomate avec. Voilà. Pizza 4 fromages, mais sans le fromage. Voilà, Mais c'est voilà, ça. donc non, mais en fait, il va se souvenir des interactions précédentes pour adapter les recommandations. Alors, en tout cas, c'est la promesse. Les recommandations quand on lui demande quelque chose. Et je trouve que c'est hyper malin d'avoir justement intégré Gemini de cette manière et et de faire en sorte que on ait une utilisation personnelle et enrichie. C'est plus une cartographie maintenant. C'est vraiment un peu un aide de camp, une Ouais, aide de vie, un aide de exactement, trajet. Ouais, c'est exactement, vraiment, ouais, c'est fou. Et Ouais, c'est c'est vraiment c'est bien intéressant parce que ça va aussi donner. En fait, le truc, c'est comme dans beaucoup d'applications d'ailleurs, Google Maps, c'est déjà une application dans laquelle on peut faire plein de choses, mais on utilise en fait 10% des capacités en réalité de l'application aujourd'hui. Enfin, à commencer par moi, hein, je veux dire, je m'en sers juste pour voilà, je mets le trajet et puis je suis le GPS. Mais en fait, il y a plein de trucs pour trouver, je sais pas, le trajet le moins cher, la station d'essence la moins chère à proximité, Oui, bien sûr. un truc qui te. Il y a même l'altitude quand tu marches et quand tu cours. Enfin, c'est pas l'application la plus optimisée pour la course, mais ça gère même. Enfin Ouais, voilà, bien sûr. quand il y a des montées, des descentes et tout ça. Il y a quoi. plein de choses en fait que tu peux cocher et décocher dans les options de l'application aujourd'hui, mais que personne va faire parce que flemme de Ouais, le bah faire ouais, et ouais. d'aller chercher. Et en fait là, c'est toujours pareil avec l'intelligence artificielle générative. La force du truc, c'est que simplement en discutant avec l'appli, tu vas avoir le même résultat et donc tu vas pouvoir exploiter beaucoup plus l'application que ce que tu ne pouvais l'exploiter jusqu'ici. C'est ça qui va être extrêmement intéressant, je trouve aussi. Oui, effectivement. Et puis ça tiendra aussi, ça prendra aussi en compte parce que je crois que c'est 5 millions de mises à jour sur les flux de circulation dans le monde toutes les secondes, je crois, un truc de mémoire. C'est quand même assez colossal. Et en fait, il y aura aussi, quand on fait une requête, il dira aussi attention, là, il y a des travaux à cet endroit-là. Alors, certes, c'est plus joli, mais si vous passez par là, ça sera aussi joli, mais vous serez pas pris derrière un camion, quoi, coincé derrière un camion. Et en fait, il va y avoir, l'exploitation des données Bien sûr. Ouais, ouais. récoltées sera aussi vachement Ce qui plus était efficace, a jusqu'ici, priori. jusqu'alors invisible, Ouais. il pourra nous Et remonter ouais, des ça, en fait, ça va informations. montrer l'intelligence Ça va. et permettre de faire des choix plus éclairés. Ouais. Trop hâte, Ouais, ça trop va hâte être d'avoir vraiment ça. cool. J'espère qu'on va l'avoir parce qu'on n'a Ouais. pas de date pour l'Europe. C'est Ouais. toujours pareil avec toutes les fonctionnalités IA. Il y a toujours un Ouais, décalage. J'espère que le DMA et le DSA ne va eh, pas encore nous ça- amputer de l'application de toutes ces fonctionnalités. C'est pas impossible qu'on doive attendre un petit peu. Ouais. Il faudra voir oui, en quoi ça peut freiner les choses, mais en tout cas, En fait, je pense qu'il y a aussi, alors je sais pas exactement, mais parce que tu as toute la partie aussi, et je pense que c'est l'un des intérêts stratégiques aussi pour Google, hein, c'est de dire, en gros, avec cette application, on veut pas que ce soit juste une appli de cartographie, comme tu l'as dit, on veut que ce soit plus ou moins une super app, quoi. Ouais. C'est un truc qui puisse, une application dans laquelle tu ailles et qui va te permettre de planifier tes vacances, par exemple, et donc qui va te proposer aussi tel hôtel, tel restaurant, donc avec de la publicité ciblée, mais voilà, donc c'est là que le DSA et le DMH peuvent peut-être entrer en considération sur voilà, mais oui, mais comment vous mettez en avant tel restaurant plutôt que tel autre. Enfin, il y a des choses qui vont peut-être Bien sûr. poser des questions et qui vont Puis, faire. il y a que, la voilà. localisation aussi, qui est un sujet Oui, aussi, assez bah oui, sensible, ouais, bien bien sûr. évidemment, en termes de vie privée, etc. Ouais. etc. Mm. Mais bon.
Mais c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure ce projet de téléphone Amazon, mais on y revient finalement, parce que si demain, tu ne lances même plus ton application Google Maps et qu'à ton téléphone, tu lui dis, bah voilà, je veux ma pizzeria à Marseille, bien notée en passant par un petit chemin, etc., bah, automatiquement, ça lancera la bonne appli qui va bien, etc. etc. Donc c'est vrai que la porte d'entrée d'une appli, petit à petit, va s'effacer, je pense, Ouais, ça peut court-circuiter au profit de la voix. Ouais. C'est ça. Avec l'intégration de l'agentique, en fait, hein, c'est ça, vraiment, c'est tu parles et ça se réalise, en fait. Voilà. C'est quasiment de la magie, en réalité, à la fin, quand il pense. Et je pense qu'il y a un moment où tu n'auras même plus cette notion dont on disait, tu as un comparateur, on va te proposer des options, etc. Mais il y a un moment, en fait, l'IA sera tellement performante qu'elle saura quasiment mieux que toi ce dont tu as envie. Et tu n'auras même plus besoin, en fait, de checker et de dire, ah, cette pizzeria-là, ou celle-ci, ou celle-ci. En fait, c'est l'IA qui dira, bah, va à celle-là. Et en fait, tu iras, et puis c'est tout. Ouais, enfin, Tu vois, tu n'auras même plus besoin. Et c'est là, Ouais. effectivement que après, enfin, philosophiquement, c'est un problème. Hein. Oui, c'est d'accord. là que Je se m'en posait la conviens question pas. de qu'est-ce qu'on est prêt à céder pour des conseils plus avisés. Parce que Ouais. d'une certaine manière, ça sera Le libre arbitre, le libre choix. Waouh. céder ses données, parce qu'en fait, il apprendra de données. En fait, c'est grâce à ce qu'il saura sur nous qui va nous faire des choix plus ajustés. Mais est-ce que les choix plus ajustés valent qu'on donne accès à toutes nos informations, à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit? Ça, ça sera à chacun de choisir. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant que le DSA et le DMA soient là. C'est parce que c'est nos représentants européens qui ont cadré les choses. Mais non, mais tu as raison de poser la question du libre arbitre, parce que je pense que ça va être une question clé, en fait, avec ces IA qui vont être de plus en plus performantes. Bien Demain, sûr. c'est vraiment, est-ce que tu li- choisiras encore, ou est-ce que finalement... Libre arbitre et liberté, en fait, tout Oui, bêtement. ouais, c'est Liberté ça. individuelle. Mais essentielle. on le voit dans plein de domaines, hein, parce que là, on parlait Pourquoi cette de la pizzeria et pas celle qui a Ben 50 oui, mais mètres après, exactement, tu vois. mais parce Alors bon, que- Oui, et puis ça remet aussi en question la question de l'espèce de sérendipité, du hasard. Oui. Finalement, je me suis. Parce que là, il y a aussi des conseils. Et puis tiens, pas de pizza aujourd'hui, si je me faisais une viande ou un poisson. Voilà, là, il va jusqu'à nous conseiller où se garer quand on arrive à destination. Ouais. Et donc, ça veut dire que passer par hasard devant un petit resto qu'on ne connaissait pas, dire ah, bah, finalement, on va plutôt faire ça. Est-ce que ça sera encore. Tu vois, Ouais, c'est ça. Mais ça va être, je pense, le Il y a cas vraiment une crainte à avoir là-dessus. Et ça va être vrai dans tous les domaines. Moi, ça me fait penser dans un autre secteur à ce que prépare Netflix, par exemple, avec l'idée d'une IA qui va savoir mieux que toi ce que tu as envie de regarder, tu sais, et tu vas discuter avec elle, elle va te dire ça, ou elle dire non, mais ce soir, c'est ce programme-là qu'il faut que tu regardes, parce que en fonction de ce que tu lui as dit, elle sait que là, tu es un peu fatigué, tu as passé une grosse journée, tu veux un truc un peu rigolo, tu as bien aimé déjà ce truc rigolo-là, donc on va te proposer celui-ci. Et en fait, il y a un moment où tu auras vraiment ta capacité de choix. Alors, je pense qu'on aura toujours la possibilité de dire non, mais c'est bon, propose-moi et je vais regarder. Mais globalement, ce sera tellement confortable en fait, dans notre mais vie c'est ça, quotidienne. t'as raison. On sera tellement bien Mais assis et cocooné dans cet environnement-là C'est ça. qu'on que tu n'aura ne re- même plus besoin, enfin même plus envie d'aller checker ce qu'il y avait après, quoi. C'est ça, on n'a plus besoin de remettre en question la parole d'une IA qui sera extrêmement efficace pour savoir ce dont on a envie et ce qui nous plaît, quoi. Vivement demain. Vous savez quoi, moi, la dernière fois, j'étais sur l'appli MyCanal et je regardais un truc et tout, et puis en parcourant, je me suis retombé sur le professionnel de Belmondo. Ah, les classiques. Mais est-ce que l'algorithme l'aurait proposé? C'est pas sûr. Ah, C'est pas sûr. en te connaissant par cœur, peut-être qu'à un moment, il t'aurait dit « Ah, mais t'aurais pas envie de te revoir le Ouais. professionnel ?» Mais par contre, peut-être qu'il te proposera pas un truc sur lequel, encore une fois, tu vas tomber par hasard dessus. Je sais pas, ça va te plaire parce que peut-être la vignette t'a plu, parce qu'il y a un mot dans la présentation qui t'a plu, parce Ouais, qu'un c'est collègue clair. t'en a parlé. Et voilà, tu vas le checker. Ce que tu disais, la sérendipité. Là, pour le coup, on va être guidé, quoi, un peu comme dans, tu sais, les jeux vidéo où tu avances en ligne droite versus un jeu sandbox, quoi. C'est un peu ça. c'est ça. La vie, c'est quand même un bac à sable. Il faut espérer que ça reste un bac à sable et que ce Ouais. soit pas un truc en ligne droite, parce que sinon, c'est compliqué. Et pour terminer, on va rester dans l'IA avec cette fois-ci une information qui va peut-être pas plaire à tous ceux qui avaient l'habitude de se servir des services vidéo d'OpenAI et notamment Sora. Et peut-être en avez-vous entendu parler, mais c'est vrai que Ça sera plus là, du coup. Sora. Elle est non. bonne. Ah si, elle est bien. Ah oui, elle est bien. Ah ouais, vraiment. Non, elle est très bien. Non, Ouais. je dis oh non parce qu'elle est, Ouais. elle est surprenante, quoi. Elle est validée. Ah oui. Donc Sora va disparaître. Oui, alors on n'a pas encore le timing exact, mais alors donc Alors, Sora. je pense juste que Mike pour- Brandt chantait cette chanson bien avant nous. C'était quoi ça? Qui Sora? Ah, Si vous vous Qui souvenez. Sora Ah, Qui je l'avais Sora, pas. qui Sora. Mais oui, Pardon. en fait, donc Sora, c'est effectivement l'IA générative qui crée des vidéos chez OpenAI, présentée début 2024, lancée fin 2024, mise à jour en septembre 2025 dans sa version 2.
tout de suite, ça a fait beaucoup de bruit parce que très réaliste, avec comme souvent, des productions qui démontraient que que l'IA avait été entraînée sur des contenus protégés par les droits d'auteur et la propriété intellectuelle et les copyrights, etc. Au point qu'il y a eu des menaces de procès, finalement des accords, puisque OpenAI avait signé un accord à $1 milliard avec Disney pour intégrer certains des personnages dans son IA. Enfin, tout semblait bien parti. Et puis, au lendemain d'un post officiel sur le blog de Sora qui disait voilà comment bien travailler de manière sécure avec Sora, parce qu'on est là pour durer. Le lendemain, ils annonçaient qu'ils coupaient le robinet, quoi. Donc, effectivement, Sora disparaît. Alors, les explications qui sont données par OpenAI, alors il y en a une qui est mise en avant et l'autre un petit peu moins. La première, c'est on est en train de se reconcentrer sur ce qu'on doit faire, on veut aller vers l'intelligence artificielle générale, donc pour ne pas être rattrapé par la concurrence, on met tous nos moyens derrière nos efforts principaux, donc ChatGPT, ces grands modèles, etc. Et puis il y a un deuxième modèle qui fait écho à des news qu'on avait vues il y a quelques mois, semaines, c'est que en fait il y a ils ont atteint un plafond qui est la puissance de calcul. Et que la puissance de calcul pour générer des petites vidéos de petits chiens super mignons, ça coûte de l'argent, et ça prend de la puissance de calcul pour entraîner d'autres algorithmes. Pour des usages qui sont quand même assez futiles, pour moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, parce qu'il y a pas que, on peut faire des trucs géniaux aussi. Mais en fait, il y a vraiment un besoin, la priorité est mettre le temps de cerveau de nos chercheurs sur des choses qui importent, parce que si l'outil Sora disparaît, les gens qui sont dans l'équipe Sora, eux, continuent à travailler sur ce qu'ils appellent la compréhension du monde. Alors là, ça fait un peu écho au World Model d'une certaine manière, mais c'est comment réussir à entraîner les intelligences artificielles en leur montrant des vidéos pour qu'elles sachent comprendre, alors pas comprendre, mais au moins établir une sorte de chaîne causale, dire quand je prends ma bouteille et que je la renverse comme ça, que je la tourne comme ça, qu'est-ce qui se passe ? L'eau coule. Et que l'IA arrive à planifier ça. Donc il y a encore ce travail derrière, en coulisses, mais effectivement, on ne verra plus de petits chiens hyper réalistes se rouler dans la neige. Comme on les voit derrière toi. Comme on le voit derrière toi. C'est vrai qu'ils sont très mignons. Ils sont trop mignons, vraiment. Parce que, voilà, et alors ça pose plein de questions. La question de, effectivement, la puissance de calcul disponible, la place laissé libre aussi à Google ou à ByteDance ou aux acteurs chinois en général. Donc voilà. Mais on a l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, que OpenAI est en train de siffler à la fin de la récré. Ils sont partis vraiment dans tous les sens. Ils étaient en conquête globale de visibilité, de clients, d'utilisateurs, etc. Et ils se rendent compte que tout ça coûte une fortune. C'est ça, vraiment. Et c'est vrai que même nous, enfin je veux dire, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte combien de fois on a généré des vidéos. Alors moi je fais un peu attention, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous avons généré des vidéos pour rien du tout, alors que ça a un impact évidemment énergétique, économique, écologique, enfin voilà, pour un truc qui n'a aucun sens. Non, mais si on reste sur du terre-à-terre et sur du financier, juste le modèle économique, il est intenable. Il est intenable. Vraiment, et le patron de Sora l'a admis d'ailleurs, il avait fait un tweet il y a quelques semaines en disant non, en fait, en tant que tel, maintenant, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est pas possible. Ils n'ont pas donné de chiffres précis, mais on sait, il y a eu des estimations d'analystes qui disent qu'en gros, pour générer une vidéo Sora, donc c'est des microfilms de 10 secondes ou 10-15 secondes, ça coûte environ 1 euro. Voilà. 1 euro pour une vidéo. Mais tu te rends compte ? Un abonnement ChatGPT, ça coûte 20 balles. Et avec ton abonnement de base, tu peux faire 50 vidéos par mois. Donc voilà, tu fais le calcul, juste, c'est pas soutenable, voilà, c'est impossible. Et là, tu parles pas des requêtes écrites que tu peux faire, de te servir et de te servir des autres outils. Non, c'est ça. Qui fait qu'en fait, donc ils perdent de l'argent et donc c'est une hérésie commercialement. Il faut se souvenir qu'ils sont dans une logique où peut-être qu'ils vont s'introduire en bourse là dans les mois qui viennent. Et donc là, il faut rationaliser, il faut dire aux futurs actionnaires, là en fait, c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent, quoi. Et il faut des produits qui gagnent de l'argent. Ce que fait Anthropic, par exemple, très très bien. Donc voilà, tout ce qui est code informatique, tout ce qui est les outils de productivité pour les entreprises, ce que fait bien Mistral aussi d'ailleurs, par exemple. Et bon, des outils qui sont hyper impressionnants comme ceux-là, mais qui n'ont pas de rentabilité économique immédiate, pour l'instant, effectivement, on va peut-être les mettre. Parce que le fait, je parlais tout à l'heure de l'accord qu'ils avaient signé avec Disney, qui a été annulé évidemment après l'annonce de la fermeture, se dire, ils s'assoient sur 1 milliard comme ça.
ça prouve quand même bien qu'il y a ils perdent beaucoup par ailleurs, quoi, et que ça leur coûte tellement cher que perdre 1 milliard, s'asseoir sur un accord ou ne pas tenir un accord, finalement... C'est que ça leur coûterait beaucoup plus cher qu'un milliard. Il y a un peu une question pas de vie ou de mort, mais en tout cas de nécessité de concentrer les flux monétaires ailleurs, quoi. Et bien voilà. Bah écoutez, vous voyez, l'actu était quand même assez chargée. C'est bien. Hein. Mais vous savez quoi, c'est pas terminé, puisque si vous êtes avec nous en audio, vous aurez quelques minutes supplémentaires de Pierre Fontaine et d'Anthony Morel. Tiens, si on parlait de cette histoire de piratage d'iPhone dans le petit module tout bonus. Est possible. C'est pas mal ça. Et puis vous restez avec nous, parce que dans un instant, c'est la deuxième partie de ce De quoi je me mail. Là, c'est pour tout le monde, que vous soyez sur YouTube, le podcast audio, mais aussi sur BFM Business. Et ce sera avec Christophe Joly. On va remonter le temps et s'intéresser au tout début d'Apple, puisque je vous rappelle qu'on va rentrer dans la période d'anniversaire des 50 ans d'Apple. 1er avril. On a plein de choses à vous raconter d'ailleurs, et ça va commencer avec Christophe dans un instant. Merci d'être là. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.